Nous étions donc aux États-Unis où on évoquait le décès de George Floyd, les obsèques de ce noir américain qui ont été transformés en tribune anti-raciste. Alors ici, puisque c'est le racisme dont il s'agit, vous écoutez ce que dit le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden. Vous êtes obligé de faire votre deuil en public. C'est difficile. L'heure de la justice raciale est venue. Donc, même au haut niveau politique, on sait que le problème, il est racial. D'abord. Non, Joe Biden, c'est un politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis. Je ne dis pas ça. C'est une situation que nous dénonçons tous. Et je le répète, ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est une situation inhumaine que nous tous, nous dénonçons. Point barre. En ce qui concerne Joe Biden, il est en train de profiter de la situation, en fait. Il fait une récupération politique. Vous voulez qu'il dise quoi? Au moment où des millions d'Américains sont dans les rues, des gens qui vont voter cette année, en 2020, novembre 2020, vous voulez qu'ils disent quoi? Que non, que Donald Trump a raison. Non, il faut qu'ils tiennent des discours qui vont à l'encontre de ce que Donald Trump dit. C'est la chose la plus normale. Sinon, aux États-Unis, il y a le racisme. Il faut maintenant aujourd'hui plus de justice sociale, plus d'équité dans les décisions publiques, plus de justice dans tout, que ce soit dans le privé, dans le public, tout ça là. Mais je dis simplement que, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que les Africains, ils prennent à part le corps le problème. Alors que les Afro-Américains sont en train de vivre leur histoire. Ils sont en train de se rappeler le passé, qu'ont vécu leurs grands-parents, comme je viens de le dire. Mais les Africains, il faut qu'ils pensent à autre chose. Les Africains qui sont sur le continent africain ou la diaspora africaine, qui pensent à autre chose. Si vous voulez dominer dans ce monde, travaillez pour dominer. Parce que ceux-là qui ont le pouvoir, ceux-là qui ont de l'argent aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent dominer. Ils ont tout pour dominer. Nous, à moindre chose, on cherche à s'apitoyer sur une situation, que c'est des gens qui ont fait que nous sommes comme ça, comme ci, comme ça. Nous trouvons le malheur dans la vie des autres. Alors que le malheur, l'origine même des fois, ça vient de nous. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour cette nouvelle génération, il faut que cette nouvelle génération se batte pour s'imposer dans ce monde qui n'a pitié de personne. On va passer au second. Je voulais juste rappeler un petit détail avant qu'on passe au prochain. C'est que les réactions ne viennent pas seulement du camp de l'adversaire politique en face. Hein. Ce n'est pas seulement Joe Biden. Les réactions viennent de la propre famille politique de Donald Trump. Vous avez écouté les réactions des anciens présidents, d'autres gouverneurs, des gouverneurs et de ceux qui décident lors des élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette question mine toutes les sphères politiques des États-Unis. Et si au sein des républicains, d'anciens présidents disent qu'ils ne s'accordent pas sur la gestion de ce sujet avec le président Trump aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème auquel il faut faire face. C'est vrai que l'héritage racial des États-Unis, ça vient de très loin, dans les années 1800-1700, pendant la période de l'esclavage. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, les choses ont avancé. Il faut rester dans cette dynamique-là pour que le blanc comprenne que le noir n'est pas inférieur à sa race, que le noir dispose des mêmes facultés, des mêmes compétences que la race, que tous ceux qui sont nés de la race blanche. Et que ce racisme, aujourd'hui, que ça s'arrête. Et je pense, je le dis, parce qu'on a vu un peu, il y a eu des cas qui n'ont pas mobilisé autant. Mais cette fois-ci, on a vu un peu ce que ça donne. On a vu l'attention particulière dont a bénéficié cette question de racisme aux États-Unis et surtout les bavures des policiers blancs américains sur des noirs. Et je pense que les choses peuvent avancer si tant est que cette dynamique continue dans ce sens. David, moi je dirais que les choses ont nettement avancé aujourd'hui aux États-Unis. Quand vous voyez au niveau de la NASA, même, écoutez, je ne vais pas aller trop loin, il y a un noir qui est devenu président des États-Unis. Il n'est pas noir. Hein. Les Américains te diront qu'il n'est pas noir. Non, mais il est noir. Il est noir. Chez les Américains, il n'y a pas de métis. Chez les Américains, il n'y a pas le mot métis. Il n'y a pas hybride. Toi, soit tu es blanc, soit tu es noir. C'est un Kenyan même qui est devenu président des États-Unis. Dans les grandes décisions, vous verrez les Noirs africains, vous voyez les Noirs au niveau de la NASA même, vous verrez les Noirs africains et les Afro-américains. Dans les grandes sphères politiques, dans les grandes sphères administratives, vous verrez les Noirs,
vous voulez les Noirs africains, vous voulez les Afro-américains. Ça veut dire le combat a pu apporter ses fruits. Moi, ce que je dénonce, je vais le répéter jusqu'à la fin, c'est qu'il n'y ait pas assez d'émotions. Les Africains, qu'est-ce que vous avez à voir dans cette histoire avec tant d'émotions? Nous dénonçons tous. Mais il y a trop d'émotions dans cette situation. L'émotion n'est pas venue. L'émotion est venue d'elle-même. Personne ne l'a créée. Il y a eu un drame qui a été perpétré contre un Noir américain. Et donc l'émotion, elle est vivante comme ça. Les conditions, ce qui a ému, c'est les conditions dans lesquelles le monsieur a été mis à mort. On dénonce la condition d'Abid. Son arrestation, l'intervention de la police. Vous avez vu les babifs policiers, vous avez vu les babifs policiers qu'on a vécu lors de ces conditions dans lesquelles George Floyd a été mis à mort en direct et avec fierté de la part de son meurtrier. C'est ça qui a créé cette émotion dont vous parlez. Elle est venue d'elle-même. Vous en êtes tellement ému. Moi, je suis pas ému. Oui, mais en fait, après tout, le problème, c'est que c'est vrai qu'on demande beaucoup plus des Noirs. Et vous avez quand on veut se mettre à citer les Noirs qui ont marqué l'histoire des États-Unis, on pourra en citer énormément, mais on cherche toujours à effacer leurs traces de l'histoire. Moi, je lisais un truc très super où j'apprends que le premier président américain était un Noir, en fait, dont on a tout fait pour effacer sa trace. Il s'appelle John Hanson. On a tout fait pour effacer sa trace. Le plus grand chef de guerre américain, c'est Colin Powell, le général Colin Powell. On a tout fait pour effacer ces traces dans l'histoire. C'est tout ça, en fait, qu'on dénonce aujourd'hui, finalement. Oui, ce sont des choses qu'on dénonce pas, mais c'est une question de domination, en fait. Les Blancs, aujourd'hui, le monde les arrange, oui, le monde peut dire, le monde les arrange aujourd'hui, ou l'histoire les arrange, ou ce sont eux qui sont en haut et les Noirs qui sont en bas. Il faut que les Noirs travaillent pour renverser la coupe. Personne ne viendra leur donner ce qu'ils font. Si Obama est devenu président des États-Unis, parce que Obama s'est battu. Il n'est pas resté chez lui dans sa maison. Des Noirs qui se battent, on en a un. Ils se battent tous les jours. Ils ont gagné sans les Noirs. Oui, mais écoutez, personne ne viendra vous dire, venez prendre ça. Mais c'est Aimé Césaire, le littéraire, qui dit laissez les peuples noirs entrer sur la grande scène de l'histoire. Ça veut dire personne ne vous laissera entrer sur la grande scène de l'histoire si vous-même, vous ne vous battez pas. Ce que je demande, si vous vous battez, les résultats, vous les aurez. Quand vous avez parlé de Malcolm X tout à l'heure, quand vous avez parlé de celui qui est mort en 1968, Luther King tout à l'heure, c'est parce qu'il s'est battu. Et aujourd'hui, des années plus tard, nous avons connu un président noir. Donc, il faut qu'on se batte, il faut qu'on arrive à s'imposer. Aujourd'hui, personne ne peut embêter Barack Obama. Parce qu'il s'est battu et il est devenu président des États-Unis, premier puissant du monde. Filma, je te dis que les Noirs se battent. La preuve, ces manifestations, c'est un combat perpétuel, au quotidien. Vous en êtes tellement ému, vous. Ils se battent. Tous ici au Togo. Ils se battent et tous les jours, on le voit. Je vous dis que c'est la première et seule fois, peut-être, dans le monde où un Noir a été tué par un policier blanc et que ces manifestations ont pris tout le monde entier. Je ne parle pas seulement du continent américain. Ça a pris tout le monde entier. L'Europe a été contaminée. L'Asie a été contaminée. On a vu des manifestations au Japon. C'est terrible, c'est la première fois. C'est des résultantes de ce combat dont vous parlez. Oui. Les Noirs continuent de se battre. Le seul problème, c'est que le Blanc estime que dans sa tête, il est supérieur à l'homme noir. Mais aujourd'hui, les faits donnent tort à ces pensées négatives-là. Et donc ce combat, aujourd'hui, il est mené par une entité qui porte l'espoir de ces changements. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, regardez, c'est bien que vous louez tout ce qui vient de se passer avec toutes les différentes manifestations, que ce soit en Europe, en Asie, tout ça. Mais l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt est qu'un jour, que ça puisse porter des fruits. Vous êtes allé plusieurs fois en France. Ceux-là qui vivent en France, les Noirs qui vivent en France, si vous racontez des actes, dont les actes de racisme, de discrimination, dont ils font objet tous les jours, je ne pense pas que vous puissiez parler comme ça. Et bien sûr, aujourd'hui, ils vont applaudir des deux mains qu'il y a un George Floyd qui est mort, des gens sont en train de manifester, mais dans le fait quotidien, les Noirs sont en train de subir des actes de discrimination. L'intérêt, c'est que cela puisse porter des fruits. Le racisme existe même chez nous, même chez toi à la maison, même chez moi à la maison. Déjà chez moi, si le voisin refuse d'allumer l'ampoule qu'il a placée à son portail les soirs, moi j'estime que c'est du racisme. Et donc ce racisme, il existe tous les jours. Mais à un moment, il faudrait faire face à ce racisme-là et le dénoncer. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le racisme, ça vivra toujours. Donc il faut qu'on travaille dur.
D'accord. Donc, c'est ce que je dis. On va passer au second sujet qui est aussi un autre sujet très intéressant. Nous passons maintenant au Burundi. Le successeur de Pierre Nkurunziza qui s'engage à poursuivre son œuvre, le général Évariste Ndayishimiye, qui doit succéder au président Pierre Nkurunziza normalement en août prochain. S'est engagé mardi à poursuivre son œuvre. Je compatis à la douleur de la famille des militants du CNDD-FDD et de tous les Burundais. Il nous laisse un héritage qu'on n'oubliera jamais et nous allons poursuivre son œuvre de grande qualité qu'il a réalisée pour notre pays, le Burundi. Finalement, David Diakwavi, on n'en attendait pas autrement du général Évariste Ndayishimiye, mais en même temps dire qu'il va poursuivre l'œuvre de Pierre Nkurunziza, les gens ont envie de tourner la page et ils ont eu l'impression que le destin les y a aidés. Ouais, bien évidemment. Et aujourd'hui, c'est vrai, on dit qu'on n'exprime pas sa joie face au décès de quelqu'un, même de son pire ennemi. Mais je pense que les Burundais aujourd'hui seront beaucoup plus heureux que d'être tristes du décès de Nkurunziza. Et l'actuel président, il est doublement bien né, doublement parce qu'il a été choisi comme dauphin par Nkurunziza. Rien n'obligeait l'ancien président burundais à partir à la fin de son mandat. Et donc, il a été choisi par Nkurunziza. Et il va plutôt prendre fonction que ce que la Constitution demande, puisqu'il fallait attendre août pour que la passation de service soit faite. Mais bon, là, il est décédé, l'ancien président. Et donc, le nouveau est là et il s'engage à poursuivre les œuvres laissées par l'ancien président pour ne pas le faire oublier. Alors aujourd'hui, je pense quand même que le Burundi ou les Burundais doivent comprendre que il est temps d'imposer une sorte de changement de la gestion de l'appareil politique. C'est-à-dire que la période de Nkurunziza est partie avec son décès. Il y a une nouvelle présidence qui est arrivée. Il faut que ce nouveau président apporte des solutions et des réponses aux questions que se poseront tous ces Burundais aujourd'hui. Et les principales questions, c'est le développement du pays, c'est la stabilité politique dans ce pays, c'est l'arrestation des délits, des faits de criminalité, des enlèvements, etc. Et donc il faut que ce nouveau président comprenne que s'il est arrivé, c'est aussi peut-être pas la volonté de Dieu, parce que comme je le disais tout à l'heure, rien ne forçait Nkurunziza à partir à la fin de son mandat. Il a été choisi comme dauphin, il a remporté les élections dans les conditions que nous connaissons tous. Il faut qu'il comprenne aussi qu'il doit apporter un nouveau souffle à la gestion de la chose politique et publique dans ce pays, pour que les Burundais comprennent que même si les élections ont été organisées dans des conditions qui ont été dénoncées, les fraudes, etc. Ils peuvent peut-être porter un espoir sur ce nouveau général qui est arrivé à la tête de la présidence de ce pays. On peut porter espoir sur ce nouveau général, mais là, sa première phrase, dire qu'il va poursuivre son œuvre de grande qualité, je ne sais pas si les Burundais gardent forcément un très bon souvenir du passage de Nkurunziza au pouvoir. Oui, mais quand il dit œuvre de très bonne qualité, ça déjà, il a frustré les gens, il va commencer par énerver les gens. Du moment où il y a assez de violations sous Nkurunziza, il y a eu assez de violations des droits de l'homme, il y a beaucoup d'opposants qui ont quitté le territoire, et même pour parler du Burundi, il faut être à l'extérieur. Pour critiquer le régime, il faut être à l'extérieur avant de parler. Il y a eu assez de tortures, assez de décès, assez de disparitions dans ce pays. Et je me demande si ce sont ces œuvres-là qui sont de très bonne qualité et que ce sont ces œuvres-là que le nouveau président va poursuivre. Et c'est pour dire en réalité qu'il compatit, c'est tout, qu'en réalité, il n'a rien à voir avec le décès. Même la mort, vous allez m'excuser, la mort de Pierre Nkurunziza, moi je la trouve beaucoup plus suspecte. Suspecte. Oui, suspecte. Peut-être les enquêtes nous donneront raison un jour, dans la mesure où la personne dit je donne ma place à mon dauphin, je positionne quelqu'un qui est mon dauphin, il va me remplacer et du jour au lendemain, et regardez. Et c'est ce qu'on disait ici et sur cette antenne, surtout sur ce même plateau, par rapport à la transmission du pouvoir avec le dauphinat que les chefs d'État sont en train
d'innover en Afrique, surtout avec Tshisekedi, avec José Eduardo dos Santos et avec Ouattara, qui aussi est en train est dans cette même dynamique. Je disais ici que cette façon d'organiser l'alternance ou la succession va engendrer assez de choses qui seront susceptibles de braquer ceux-là qui sont au pouvoir ou qui durent déjà au pouvoir, qui ne voudraient pas partir. Ça veut dire déjà qu'il y a une crise de confiance que cela est en train de créer. Moi, je me dis, c'est comme ça que je l'analyse. Je me dis, si ce que je pensais était vrai, si c'était une mort suspecte, peut-être le nouveau président qui est là, il dit, ah, c'est lui, Nkurunziza, pour l'empêcher peut-être de comment on le dit, de gouverner de gouverner ou de me servir d'ombre, de me faire ombrage, de me faire ombrage, donc il faut l'écarter et je gouverne seul. Parce qu'il se dit, peut-être, Tshisekedi, la manière dont... C'est son fidèle. Hein. Oui, c'est son fidèle. C'est le numéro 2 du CNDD-FDD. Ils ont eu le même parcours. Ils se connaissent très bien. Les mêmes difficultés. Ils ont connu le maquis ensemble et tout. Mais quand vous avez le pouvoir, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de connaissances. Il n'y a plus d'amis. C'est le pouvoir. Vous avez les clés du pouvoir. Vous avez les clés des armes. C'est vous qui décidez. Toutes les décisions vous reviennent. C'est comme la même chose. Vous allez me dire que l'actuel président angolais et l'ancien ne se connaissaient pas. C'était des amis. C'était des proches, ministres de la défense militaire. Donc, mais aujourd'hui, il est en train de trahir son prédécesseur. C'est ça, non? C'est lui le prédécesseur. Son prédécesseur. Regardez un peu avec ce qui est en train de se passer avec Tshisekedi, où on fait tout pour faire démissionner le vice-président de Tshisekedi à l'Assemblée nationale. Regardez un peu ce qui est en train de se passer avec Ouattara. Donc quand vous voyez tout ça, moi je me dis, cette façon d'organiser l'alternance ou la succession en Afrique aujourd'hui, stop! Parce que ça va créer une situation qui va obliger ceux qui dirigent ou qui ont déjà duré au pouvoir de ne plus quitter, de rester au pouvoir ad vitam. Vous pensez que Nkurunziza, bon, c'est vrai que le gouvernement a tenté d'expliquer les conditions de sa mort, ça on n'y croit pas trop, on connaît aussi ce genre de situation en Afrique, mais Nkurunziza assassiné, c'est pas trop probable. Non, Nkurunziza, s'il faut l'assassiner, il faut l'assassiner après la passation de service. Hein. Comment ils appellent ça, l'investiture, c'est ça, non? Passation de pouvoir. Voilà, il ne faut pas l'assassiner avant, parce que pour moi, ça n'a pas de raison. Vous venez d'être élu, vous n'êtes pas encore chef d'État, vous n'avez pas encore pris fonction. Hein. Le général, il n'est pas encore président de la République du Burundi. Hein. Il n'est que président élu. Voilà, il n'a pas encore pris fonction. Donc, il sera président, il sera président de la République du Burundi. Il a ses alliances. Le jour de son investiture. Donc, il n'a pas été investi. Je ne comprends pas pourquoi il va vouloir assassiner Nkurunziza. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Alors, le décès de Nkurunziza, c'est un décès naturel. Moi, je le dis toujours, c'est une mort naturelle. Vous savez, ce monsieur, c'est un monsieur qui m'impressionnait. C'est un idéaliste, au fait. Qui m'impressionnait. J'ai vu comment il était arrivé au pouvoir. C'était un pasteur qui était venu de nulle part et qui a remporté des élections dans ce pays. Quand il est arrivé, il avait porté, le premier mandat, il avait porté les espoirs des Burundais. Mais très vite, il a changé. Il est rentré dans le système. C'est toujours comme ça, ici en Afrique. Il a commencé par mélanger les gens. À la fin de son troisième mandat, vous savez que rien ne forçait Nkurunziza à partir. Nkurunziza avait dit au lendemain de la tentative de coup d'État que c'est Dieu qui l'a mis là-bas et que c'est Dieu qui va l'emporter. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il est venu pour rester, il va rester. Curieusement, Nkurunziza, à l'approche des élections, il dit qu'il ne va plus être candidat. Ça a surpris. Même les Burundais ne l'ont pas cru. Les gens pensaient que c'était une blague comme il en a l'habitude. Personne ne croyait. Jusqu'à ce que les Burundais aillent aux élections pour s'assurer que véritablement le monsieur il dit ce qu'il dit. Mais comment vous pouvez comprendre tout ça? Je le dis, pasteur qu'il est, je crois qu'il a anticipé sur les choses. Il a compris peut-être qu'en s'accrochant au pouvoir à un troisième mandat, il mourra au pouvoir. Il ne le souhaiterait pas. C'est-à-dire, quand vous dites mort naturel, ça dit qu'il avait malade. Une pathologie. Il savait qu'il allait mourir. Et donc, il n'a pas voulu imposer son décès à tout le monde. Il y en a qui parlent de Covid. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il a accepté de partir. La Covid-19 dont on parle là, aucun test n'a été fait pour savoir s'il est véritablement mort de ça. Aujourd'hui, le constat fait qu'il est mort. Et quand il est mort, il a enlevé une charge sur les Burundais. Et aujourd'hui, il rentre dans l'histoire politique de ce pays
comme tout autre combattant, comme tout autre leader qui s'est battu pour l'histoire politique de ce pays-là. Malgré tout ce qu'il avait fait, il a mélangé tout le monde. Son premier mandat, il dit ça ne comptait plus. Après, il est revenu, il a fait tuer des gens. Fimé parlait tout à l'heure, citait tout à l'heure tout ça, arrestation, meurtre, etc. On sait ça. Mais il a compris qu'il peut encore rester dans le cœur des Burundais. Il a choisi de laisser le pouvoir. Il a passé la main. Il a positionné un dauphin qu'il a remporté et il est parti mourir paisiblement. C'est un homme, ce type-là. Moi, je l'admire beaucoup. Je sais qu'il pourra faire plus que ça. Et il l'a fait aujourd'hui. Je pense que les Burundais le garderont encore longtemps dans le cœur. J'écoutais tout à l'heure au Burundi, il y a un débat qui a commencé par être posé. Il y a l'opposition, notamment incarnée par Agathon Rwasa, qui dit, dans la Constitution, quand le président décède, donc la Cour constitutionnelle constate la vacance de pouvoir, et la Constitution dit, le président du Parlement prend sa suite et organise un scrutin dans les 60 jours qui suivent. Et donc, que c'est ce qui doit être appliqué. Le CNDD-FDD dit non, on a déjà un président élu. Ce qu'on va faire, c'est de ramener sa date de prestation de serment. Au lieu d'août, on le fait peut-être dans ce mois de juin. Finalement, c'est un débat de constitution. Moi, je ne sais pas, c'est quelle école qui peut l'emporter? Non, mais il y a ce qu'il dit juridiquement est vrai. Ce que dit Agathon Rwasa. Ce que dit Agathon Rwasa. Sauf qu'il y a un président élu qui est là. C'est une situation un peu exceptionnelle. Parce que dans plusieurs situations, quand on n'a pas de président, quand on n'a jamais tenu compte du fait qu'il y ait un sortant qui décède pendant qu'il y a un entrant. Un entrant. Donc c'est une situation qui n'a jamais été prévue par le droit. Donc juridiquement, ce qu'il est en train de dire est vrai parce que actuellement le Burundi n'a pas de président. Le Burundi n'a pas de président, donc celui qui doit être président, c'est le président du Parlement, et c'est à lui que revient la charge d'organiser le scrutin dans 2 mois ou dans 60 jours. Dans 60 jours. Ouais. Mais normalement, on peut dire le président du Parlement prend la suite, et en août, on fait la passation de service normalement. Non, ça c'est une interprétation politique au fait. Sinon, juridiquement, ce qu'il dit tient. Mais sauf qu'il faut ajouter une interprétation politique pour dire, non, OK... Si on dit ça tient, c'est que ça annule l'élection qui a été faite. Chez moi, ça ne tient pas. Alors qu'il y a un souci. Il y a eu déjà des élections, il y a un président qui a été élu, il n'attendait que août pour prendre le pouvoir. Et le sortant décède. C'est le président du Parlement qui assume l'intérim. Et qui organise une nouvelle élection. Non. Ça veut dire qu'on annule l'élection passée. Là où il y a aussi problème d'avis, c'est qu'il fait l'intérim, mais la Constitution dit clairement, il fait l'intérim pour faire une élection. Donc de 60 jours. Or, de juin, juillet, août, je ne sais pas si on fera les 60 jours. Bon, moi, je crois que la solution, c'est d'écourter le délai de prestation d'investiture. Le délai d'investiture. C'est une interprétation politique. Le général prête serment rapidement, et puis après, parce qu'il ne faut pas laisser le Burundi aussi sans président. C'est un président. Pays très instable, politiquement, militairement. Son voisin, le Rwanda et l'Ouganda, en savent quelque chose. Il ne faut pas laisser ce pays sans président. Il faut un commandant de bord pour diriger les choses. Il y a un président qui a été élu. Je pense que le mieux que les Burundais se comprennent, c'est qu'il faut écourter ou ramener la date de son investiture. Et puis après, c'est bon. Si ce n'est pas une question d'argent, dans du moment où le système Nkurunziza est toujours au pouvoir, il maîtrise toujours les rois du pouvoir, ils peuvent organiser les élections, les frauder et puis les gagner comme ils savent toujours bien le faire. Sans Nkurunziza, ça va être difficile. Sans Nkurunziza. Sinon, ce qu'Agathon Rwasa dit, ça tient. Mais sauf qu'on a besoin d'argent, de beaucoup de millions, de dizaines de millions encore pour pouvoir organiser une élection. En tout cas, le système ne va pas l'accepter. Le système qui est au pouvoir ne va pas l'accepter puisque le système Nkurunziza a déjà remporté la précédente. C'est ça aussi, c'est le cas du Burundi. C'est un cas patent. C'est général en Afrique, c'est terrible. Vous ne pouvez pas voir ça aux États-Unis. Vous ne pouvez pas voir ça en France ou dans les pays occidentaux. Non, mais c'est une situation... C'est ce que Barack Obama disait. Il faut que l'Afrique ait des tests forts. Comment il a dit, il avait fait des institutions fortes, voilà, et que l'ensemble de la... Oui, mais sauf qu'on a beau faire tous les tests qu'on veut, il y a des situations qu'on ne prévoit jamais. Oui, mais voilà que ça s'est passé maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement aussi que tous les autres pays copient. On ne sait jamais. Puisque aucun être humain n'est immortel. Vous pouvez mourir au pouvoir ou alors à la fin de votre mandat. Et donc le cas du Burundi aujourd'hui doit faire...
doit appeler les autres pays à penser à cela aussi. Voilà un président qui finit d'organiser des élections. Son dauphin l'emporte, il attend août pour passer le pouvoir et il décède. Il n'a pas encore passé le pouvoir, le président élu n'a pas encore pris fonction et ça mélange tout le monde. Aujourd'hui, le Burundi, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont annuler les élections? Est-ce qu'ils vont appliquer ce que disent les tests constitutionnels? On ne sait pas. C'est la faiblesse du droit, en fait. Parce qu'il y a des situations qu'on ne prévoit jamais. Voilà. Il y a des situations, on ne sait pas comment cela va être géré. Mais je pense que le décès de Nkurunziza aura des... Parce qu'on sait qu'à sa suite, c'est un fidèle, quelqu'un du CNDD-FDD qui maîtrise les rouages de la vie politique du Burundi. Est-ce que son décès aura quelques conséquences que ce soit? Non, souvent quand des chefs d'État qui ont un peu duré au pouvoir décèdent, le système devient un peu plus fragile. Parce qu'il y a une guerre de chefs qui se crée et on va chercher à savoir qui est le chef et celui qui va vraiment tenir. Mais cela va dépendre. On va voir si le système à l'avenir sera beaucoup plus fragile. S'il arrivait à être fragile, ça veut dire que peut-être que Nkurunziza n'avait pas construit un système bien fort. Mais je doute qu'il ait pu construire un système bien fort parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour le construire. Pour construire un système bien fort, il faut 25-30 ans pour pouvoir le construire, comme le président. C'est ça aussi. Oui. Moi, je trouve que c'est assez dramatique pour l'Afrique. Quand on est au pouvoir, on pense à faire de la politique, à construire des systèmes. Tout le Burundi n'avait qu'un seul appareil respiratoire qu'on a amené rapidement à son chevet. Malgré ça, il est mort. En 15 ans, il n'a rien foutu, le gars. Non, mais même sur le terrain de foot sur lequel il joue, vous avez vu le terrain, ce n'est pas un terrain à la Real Madrid, de Santiago Bernabéu. C'est un terrain qui n'a pas de gazon. Il a une équipe de football, Alléluia FC. Et gare à vous si vous le taclez. Il fallait toujours le laisser marquer un but ou faire une passe décisive. Si vous ne le laissez pas faire, le match peut se poursuivre jusqu'au lendemain. Et vous êtes passible d'emprisonnement. Hein, c'est plutôt la mégalomanie que les hommes politiques africains construisent plutôt que de construire leur pays. Hein. Non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est parce que quand il y a des chefs d'État qui arrivent au pouvoir, qui n'ont pas en fait l'ambition de diriger le pays en suivant ou en ayant l'instinct du bien-être des populations. Les gens viennent... Ils sont très nombreux. Sur les 54, je ne vois pas beaucoup ils sont très nombreux. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? Je viens, je m'empoche des sous, je rehausse le niveau de vie de ma famille, et puis c'est fini. Et puis, je prépare mon avenir, ma retraite. C'est ça. Et après, c'est le seul président qui a décoré sa fille pour donner l'exemple au Burundais. Comme quoi, sa fille est un exemple. Voilà, est un exemple. On part la pause et on revient après le journal.